Je vous remercie de m'avoir invité à cette journée. Alors, j'ai pas la prétention de pouvoir parler de patients que j'ai rencontrés, puisque c'est une pathologie que j'ai pas encore eu l'opportunité de découvrir en pratique, mais peut-être que la sensibilisation que j'ai pu avoir grâce à la préparation de ce topo va m'y amener, parce que plus on est sensibilisé, plus on est amené à faire des diagnostics, et on a ce sentiment dans les téloméropathies que plus le temps passe, plus les gens connaissent, plus il y en a diagnostiqué finalement. Alors, bon, je vais passer très rapidement sur les généralités qui ont déjà été beaucoup exposées aujourd'hui sur les télomères. Donc, vraiment, l'importance des télomères sur le vieillissement cellulaire lorsqu'ils sont trop courts, leur apoptose prématurée, et puis des anomalies génétiques aussi qui peuvent favoriser la survenue de cancer. L'importance aussi du complexe télomérase dont on a beaucoup parlé, qui est un complexe enzymatique qui maintient la longueur des télomères au cours de la vie. Vous allez revoir quelques images qu'on a déjà vues sur les différents précédents topos, mais on parlait jusqu'ici beaucoup des dyskératoses congénitales. C'était un nom un petit peu générique pour parler de toutes ces pathologies du télomère. Et puis finalement, ensuite, le terme de téloméropathie semblait plus adapté à la variété des pathologies qui sont représentées du fait de ces atteintes des télomères. Alors bien sûr, il y a la triade cutanée dont on a beaucoup parlé avec l'atteinte des phanères, la dystrophie inguéale, les leucoplasies des muqueuses, et puis les pigmentations cutanées anormales, et puis la canicie dont on a parlé qui est un symptôme peut-être effectivement moins spécifique. Moi, je vais surtout parler des formes sévères et du coup précoces des téloméropathies, qu'il s'agisse du syndrome de Hoyle-Redarson ou le syndrome de Revesz, et puis aussi on va parler du syndrome Coats+. Je ne reviendrai pas sur les formes plus cryptiques qui ont été décrites, comme la plasie médulaire, la myélodysplasie, la leucémie aiguë myéloïde, la fibrose pulmonaire, et n'apparaît pas en dessous l'atteinte hépatique, évidemment. Alors, dans certaines pathologies du télomère, les manifestations sont parfois anténatales, et notamment lorsque la croissance est atteinte pendant la vie fœtale, avec donc un retard de croissance intra-utérin, parfois une microcéphalie anténatale. Et puis, on peut avoir des manifestations beaucoup plus tardives chez les patients qui, après 60 ans, vont développer des pathologies plutôt focales sur certains organes, avec plus ou moins l'atteinte cutanée et phanéère. On a aussi des formes polysymptomatiques qui rendent parfois le diagnostic difficile. Diverses modes de transmission, qu'il s'agisse de transmission autosomique récessive, dominante ou liée à l'X. Et puis, ce mode de transmission tout à fait particulier dont on a parlé depuis le début de l'après-midi, l'hérédité un peu épigénétique, en fait, qui n'est pas l'hérédité mendélienne, avec le risque de transmission de télomères courts sans transmission de mutations génétiques qui expose également ces patients à des symptômes de téloméropathie. Ce sont des formes souvent atténuées, mais pas toujours. J'ai emprunté cette diapositive à une présentation que j'ai retrouvée du professeur Caroline Kerngisser. J'ai trouvé donc que dans cette famille, il y avait donc un papa porteur d'une mutation TERC avec des télomères courts. La maman avait des télomères de taille normale. On voit que leur petit garçon a présenté, du fait de la mutation et de l'hérédité des télomères courts, des symptômes d'ataxie, hypoplasie cérébelleuse et microcéphalie, alors que la fille, qui, elle, n'est pas porteuse de la mutation génétique, mais des télomères courts, a présenté aussi des symptômes neurologiques moins sévères, mais avec une hypoplasie cérébelleuse et une microcéphalie, donc quand même des symptômes significatifs. Ce qui rend tout le conseil génétique très compliqué dans ces familles également. Donc, le premier syndrome dont on va parler, le syndrome HH, donc c'est le syndrome de pancytopénie progressive, déficit immunitaire et hypoplasie cérébelleuse. Alors, en réalité, il y a une grande hétérogénéité génétique dans ce syndrome. Le principal gène muté, c'est DKC1, avec une transmission liée à l'X, mais il y a d'autres mutations possibles qui peuvent donner des syndromes HH, qu'il s'agisse des mutations TERT, TINF2, RTEL1, ACD, PARN.
Et en fait, lorsqu'on reprend le schéma qu'on a vu également depuis le début de l'après-midi pas mal de fois, on constate que sur tous les gènes que j'ai encadrés en rouge, en fait, une mutation de ces gènes peut engendrer une atteinte de type HH. Qu'il s'agisse de l'atteinte du complexe télomérase et en particulier du fait de l'atteinte de la dyskérine, donc le gène DKC1, qu'il s'agisse du gène TERC qui est responsable du renouvellement cellulaire ou encore du complexe CST qui régule l'activité télomérase. Et enfin, le sheltering complexe dont on a pas mal parlé également, qui protège les télomères, assure la réparation de l'ADN et la régulation de l'activité des télomères. Donc, une grande hétérogénéité génétique. Là aussi, cette diapositive, vous l'avez déjà vue, enfin cette image, vous l'avez déjà vue, et on constate donc que plus les télomères sont courts, plus la sévérité clinique est importante, et en réalité, c'est plus cette corrélation-là qu'on va constater dans la littérature qu'une réelle corrélation génotype-phénotype avec de grandes variations interindividuelles dans les mêmes familles, avec des facteurs épigénétiques qui vont entrer en ligne de compte, et puis des facteurs environnementaux. Ces petits patients qui ont ce syndrome HH sont des patients dont le pronostic développemental est altéré, le pronostic vital également du fait de l'atteinte précoce sévère et puis multisystémique. On doit retenir 4 critères sur les 6 que je vais vous citer. Donc, le retard de croissance intra-utérin qui est constaté souvent à partir du 2e trimestre et avec parfois aussi une microcéphalie qui peut être décrite sans qu'il y ait d'atteinte placentaire ou d'autres causes retrouvées. Ce sont des patients qui vont présenter un retard psychomoteur important, une déficience intellectuelle, donc une microcéphalie, une hypoplasie cérébelleuse et on décrit aussi dans la littérature une hypoplasie du corps calleux. Ce sont des patients qui vont donc développer des symptômes ataxiques. On peut avoir également des calcifications cérébrales avec parfois des manifestations aussi épileptiques. Et puis, ce sont des patients qui ont un déficit immunitaire important et puis une insuffisance médulaire précoce avec une anémie, une pancytopénie. Alors, c'est important de rappeler que ces patients peuvent avoir avant l'atteinte de type pancytopénie, une macrocytose qui est important de surveiller, de vérifier, et puis également vérifier l'hémoglobine fétale qui, si elle est supérieure à 5% après 6 mois, doit quand même alerter sur une atteinte médulaire et faire penser potentiellement à une téloméropathie. Alors bien sûr, devant une aplasie médulaire de l'enfant, il faut penser à l'anémie de Fanconi, à d'autres pathologies, mais il faut avoir cette arrière-pensée quand on constate une atteinte plurysystémique, une atteinte neurologique, une microcéphalie, il faut être alerté et aller chercher une pathologie du télomère. Évidemment, on a des lésions mucocutanées, donc la triade cutanée, je ne reviens pas dessus, mais quand même pensez qu'il y a ces petits patients qui peuvent présenter des symptômes gastro-intestinaux, parfois particulièrement leucoplasiques digestives. Comparativement à la dyskératose congénitale, sur laquelle je ne vais pas trop m'appesantir parce que ça ressemble beaucoup à ce que je vous décris, mais de manière beaucoup moins sévère, le syndrome HH, il y en a vraiment une atteinte médulaire très importante. Le retard de croissance intra-utérin, c'est quasiment une constante. Et puis, dans la dyskératose congénitale, on n'a pas d'atteinte cérébrale, d'atteinte centrale de type microcéphalie ou hypoplasie cérébelleuse ou du corps calleux, alors que c'est réellement le cas dans les syndromes HH et c'est systématiquement retrouvé. Alors malheureusement, il n'y a pas de traitement curatif, évidemment. Donc là, une illustration de l'hypoplasie cérébelleuse qui est quand même très, très importante. Une illustration également de l'atteinte cutanée, donc l'atteinte inguéale, l'hyperpigmentation et puis l'atteinte de la muqueuse buccale, ou en tout cas linguale. Donc ces petits patients, on les accompagne dans leur développement évidemment, qu'il s'agisse de la rééducation pluridisciplinaire, qu'il s'agisse du suivi pédiatrique, mais il faut très rapidement déclencher quand on a une suspicion de téloméropathie
l'exploration des autres atteintes d'organes et leur prise en charge et leur suivi. Ça, c'est essentiel. Ensuite, on va parler du syndrome de Revez, qui est marqué par une dyskératose congénitale avec rétinopathie exsudative, qui est quand même un point important de la pathologie, c'est l'atteinte rétinienne. Donc, dans le syndrome de Revez, on est vraiment plus une atteinte du gène TINF2, de type autosomique dominante. Donc, très peu de cas décrits dans la littérature. Là aussi, on retrouve une atteinte anténatale avec un retard de croissance intra-utérin, une atteinte hématologique très marquée, et puis cette rétinopathie tout à fait typique, avec donc une atteinte exsudative qu'on voit très bien, ici au niveau du fond d'œil et au niveau de cette imagerie. Voilà, donc c'est vraiment très marqué cette atteinte ophtalmologique. Et puis, malheureusement, ces petits patients présentent également des calcifications intracérébrales, une hypoplasie cérébelleuse. Je n'ai pas retrouvé d'atteinte du corps calleux chez les patients décrits. Donc, évidemment, ils développent des syndromes de retard psychomoteur, de déficience, d'ataxie, d'épilepsie. Et puis, parfois, bien sûr, d'atteinte motrice, spastique, dystonique en fonction de la zone du cerveau qui est atteinte par les calcifications. Donc là aussi, on retrouve une hypoplasie cérébelleuse qui paraît un petit peu moins marquée que dans le syndrome HH. Et puis, les diverses calcifications cérébrales, qui sont des calcifications qui évoluent dans le temps, dans le sens où il y en a de plus en plus, en fait, qui apparaissent. Là aussi, la durée de vie, bien sûr limitée du fait de l'atteinte multisystémique, en particulier de l'atteinte hématologique et cérébrale. Alors, on a aussi des tableaux un peu reverse-like sur d'autres atteintes génétiques, sur des mutations DKC1, donc qui donnent plutôt d'habitude des syndromes HH, mais parfois avec rétinopathie. Et puis, sur des mutations plus TERT, où là, on va avoir une association macrocytose et rétinopathie. Donc, ça ressemble un petit peu à ce tableau de syndrome de Revez. Ensuite, on va parler du syndrome Coats+, qui est marqué par une microangiopathie cérébro-rétinienne avec des calcifications et des kystes intracérébraux. Alors, on trouve beaucoup plus de documentation, en tout cas d'illustration dans la littérature, parce qu'en fait, le syndrome Coats+, c'est le syndrome Coats plus d'autres symptômes. Et le syndrome Coats, c'est très décrit chez les enfants, souvent les petits garçons d'âge scolaire, qui ont une atteinte ophtalmologique rétinienne exsudative assez sévère, mais pas d'autres atteintes d'organes. Et le syndrome Coats+, c'est une atteinte à la fois rétinienne et à la fois des autres organes. Donc là, on est il y a principalement 3 gènes, TERC, CTC1 qui est le gène principalement décrit et POT1 qui vont donner des syndromes Coats+. Donc voilà, retenez surtout le CTC1, c'est vraiment celui qui est le plus décrit. Donc la présentation, elle est souvent pédiatrique, mais elle est particulièrement sévère et particulièrement précoce également, avec donc le retard de croissance intra-utérin qui est quand même relativement une constante sur ces formes infantiles. L'atteinte cérébrale, donc qui se caractérise par les calcifications intracrâniennes, là aussi extensives et progressives. On a en plus de ces calcifications 2 types d'atteintes qui sont différentes des 2 précédents syndromes qu'on a décrits. Ce sont les kystes intracérébraux et la leucoencéphalopathie. On a aussi une rétinopathie donc bilatérale qui peut parfois se manifester précocement par une leucocorie, un strabisme, une baisse d'acuité visuelle chez l'enfant. Et en fait, on se rend compte que c'est une pathologie vaso-occlusive. Donc, toutes ces atteintes vont donner quand même chez ces petits patients une infirmité motrice d'origine cérébrale particulièrement sévère, puis une atteinte sensorielle. Donc, c'est des patients qui vont avoir une spasticité, une ataxie marquée, un syndrome extrapyramidal particulièrement sévère également parce que très souvent, on va retrouver des kystes et des calcifications sur les noyaux gris centraux. Ils peuvent développer également une épilepsie. Puis, ce sont des patients qui vont avoir un phénomène de régression psychomotrice et de déclin cognitif avec le temps. Et donc, cette problématique également de cécité acquise, et j'ai oublié de vous dire, bilatérale. On a aussi chez eux, comme chez tous, l'insuffisance médulaire, l'atteinte hépatique est beaucoup décrite avec notamment des phénomènes de cirrhose et d'hypertension portale dans quasiment 40% des cas, ce qui est très important et ce qui grève également le pronostic. Et puis, le phénomène d'angiodysplasie avec les hémorragies digestives.
qui, sur des patients qui vont être parfois thrombopéniques, gêne beaucoup la prise en charge. Ce qui est particulier aussi dans le syndrome COATS+, c'est l'atteinte osseuse, notamment métaphysaire, avec une ostéopénie importante et des fractures fréquentes. Donc, l'atteinte cutanée, la calvitie précoce. Donc, l'atteinte rétinienne du syndrome COATS+, donc là, c'est l'œil normal. Là, c'est l'œil du syndrome, dans ce syndrome. Donc, c'est une vasculopathie occlusive avec rapidement des territoires qui ne vont pas être perfusés. Et on va avoir des télangiectasies rétiniennes qui vont apparaître avec des phénomènes d'hémorragie, en fait. Ces néovaisseaux vont se léser. On va avoir une hémorragie dans le vitré, souvent du fait des remaniements de la rétine, des décollements tractionnels, et puis très souvent aussi une rupture de la barrière hémato-rétinienne et une exsudation intra- ou sous-rétinienne qui donne un aspect de leucocorie sans cataracte, en fait. Et donc, ce tableau, il peut être très sévère, rapidement évolutif, avec une perte parfois fonctionnelle rapide ou anatomique du globe oculaire. Donc là, on voit bien l'exsudat très visible au niveau de la pupille. Là, sur le fondé, vous constatez les différentes néovascularisations, les télangiectasies, et puis les exsudats également. L'atteinte cérébrale qui est particulièrement sévère, vous constatez ici l'atteinte des thalamies qui sont complètement mutées, l'atteinte également kystique qui est marquée. Qui est bilatérale, pas tout à fait symétrique, mais bon, là, une atteinte quand même des voies motrices aussi. Là, une atteinte beaucoup plus sévère avec des kystes particulièrement volumineux et mal placés. Voilà, et là, pour illustrer un petit peu l'atteinte osseuse, donc l'ostéopénie, et puis là, une image d'endoscopie pour vous montrer un petit peu l'atteinte digestive qu'on peut avoir chez ces petits patients qui vont avoir également cette susceptibilité aux hémorragies digestives. Donc, les téloméropathies, ce sont des pathologies qui sont complexes de par leur aspect, leur transmission génétique, à la fois mendélienne et non mendélienne, du fait qu'il y a au diagnostic une nécessité de faire un bilan d'organes, d'atteinte d'organes et de prise en charge de ces différentes atteintes d'organes qui grèvent énormément le pronostic. Ce sont des petits patients qui donc développent les symptômes de manière très précoce et ont une espérance de vie réduite, inférieure à 10 ans pour la plupart. Voilà. Alors du coup, je vous ai dit porte d'entrée diagnostic variable chez l'enfant, parfois neuro-ophtalmologique, mais on peut déjà être alerté par le RCU, la microcéphalie, surtout quand notre diagnostic étiologique de microcranie n'a pas été contributif et qu'on a une hypoplasie cérébelleuse. Ne pas hésiter à commencer à penser aux téloméropathie, surtout qu'il n'y a pas toujours d'atteinte cutanée initialement, donc c'est parfois trompeur de ne pas avoir ce symptôme-là. Ça ne doit pas exclure le diagnostic. Donc, devant la plasie médulaire de l'enfant, évidemment, il faut penser à anémie de Fanconi, mais il faut aussi penser aux téloméropathie. Je vous ai parlé de la macrocytose qui souvent précède la cytopénie et de l'hémoglobine fétale qu'il faut surveiller, ou en tout cas doser si elle est supérieure à 5% à 6 mois, c'est pas normal. Et puis toute la complexité, encore une fois, du conseil génétique, de l'enquête familiale, quel risque pour les non-porteurs de mutation, mais porteurs de télomères courts. C'est très compliqué. Donc la prise en charge pluridisciplinaire, c'est important de le rappeler. La coordination. Et donc le pronostic sombre des formes pédiatriques sans traitement réellement spécifique à proposer dans ces pathologies. Je vous remercie de votre attention.